Mais avant de parler du coup du conflit, j'aimerais qu'on fasse un petit aparté sur un autre pays qui a participé à la guerre du Roussillon et qui va être assez métamorphosé du coup par ce conflit-là. C'est le Portugal, parce que oui, le Portugal a participé au conflit. Bon, retour un petit peu en arrière, je vous apprends rien en vous disant que le XVIIIe siècle, c'est une époque de véritable mutation, tant politique que idéologique, militaire, religieuse. En cet exemple, le Portugal n'est pas une exception, même si c'est un pays qui semble, aux yeux de l'histoire des puissances, comme être tombé dans l'oubli à la fin du XVIIe siècle. Pourtant, le Portugal reste malgré tout un acteur important dans ce panorama en raison de son empire colonial étendu et de son positionnement stratégique entre les puissances maritimes et continentales. Dans ce contexte, la guerre du Roussillon, qui du coup oppose la France aux puissances coalisées, devient un terrain d'expérimentation pour ces réformes. C'est un conflit marqué par des opérations en territoire catalan, pas si loin que ça finalement du Portugal, et où du coup, les Portugais vont devoir faire face à une armée française organisée de façon extrêmement différente de la leur. Donc, avant de se plonger corps et âme dans le conflit, on va essayer de comprendre l'évolution de l'armée portugaise depuis le début du XVIIIe siècle. Alors, l'armée portugaise au XVIIIe a traversé des hauts et des bas entre guerre et paix. Elle a connu un développement progressif de ses structures tactiques et logistiques. Initialement dominée par une noblesse d'officiers au sang bleu attachés à la tradition, elle a évolué vers une armée plus professionnelle, intégrant des officiers formés aux idées nouvelles, en rupture avec certains idéaux d'autrefois. Le Portugal, puissance donc moyenne mais essentiellement maritime, avait besoin alors d'une armée capable de défendre un empire étendu sur plusieurs continents. On parle souvent des Britanniques qui ont l'empire où le soleil ne se couche jamais, mais le Portugal, pour rappel, il y a quand même des colonies en Amérique, en Afrique et en Asie, ce qui exige quand même des forces armées organisées et efficaces. Toutefois, les guerres au XVIIIe siècle, notamment la guerre de succession d'Espagne et la guerre des 7 ans, ont montré la nécessité de réformes profondes, surtout au niveau de la discipline, de la formation et bien évidemment de la logistique. Donc au tournant de l'an 1700, l'armée portugaise comptait environ 15 000 fantassins et près de 3 500 cavaliers, mais ses forces étaient loin d'être homogènes ou même pleinement professionnelles. La présence notable de soldats étrangers, notamment français, anglais et allemands, souligne une dépendance du Portugal à des savoir-faire extérieurs, mais aussi la porosité des armées européennes dans ce siècle d'alliances fluctuantes. L'armée portugaise se structure alors en 3 grandes catégories: une armée de ligne, composée de régiments d'infanterie et de cavalerie, des auxiliaires, unités souvent levées localement, et des compagnies d'ordonnance, des sortes de milices rurales mobilisables en cas de besoin. Cette organisation, si elle permettait de mobiliser rapidement des forces, manquait cependant de cohésion et de discipline. Cependant, cette armée portugaise, héritière donc de traditions séculaires, souffre d'une organisation rigide et souvent dépassée. Le recrutement privilégie la noblesse, où le rang social supplante fréquemment le mérite militaire, ce qui limite bien évidemment l'efficacité opérationnelle. Et oui, c'est pas parce que votre papa il est riche ou alors qu'il est noble que ça veut dire que vous êtes quelqu'un de compétent. Ce sont deux choses complètement différentes. Sous le règne de Jean V, ou alors Juan V si vous préférez, le magnanime, avec le contexte de la guerre de succession d'Espagne, une modernisation commence donc à s'imposer, avec notamment l'introduction de régiments réguliers d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, marquant une étape vers une armée plus structurée. La vente des grades militaires, qui était, comme on l'a vu, un frein majeur à la compétence, est interdite, ouvrant donc la voie à une promotion plus méritocratique. Cette tendance va s'accentuer avec Joseph Ier, dit le réformateur, je pense qu'il porte bien son nom d'ailleurs, notamment pendant la guerre de 7 ans où le Portugal, allié à l'Angleterre, doit faire face à l'invasion espagnole et française. Les effectifs sont temporairement portés à plus de 40 000 soldats portugais, renforcés par plus de 8 000 troupes britanniques. La discipline, la formation technique et la qualité du matériel s'améliorent nettement, notamment sous l'impulsion d'un officier étranger, le comte Frédéric Guillaume de Schönborn-Lippe, un officier bien évidemment allemand formé à l'école prussienne. Grand stratège, le comte de Lippe conçoit la guerre non plus comme un simple métier, mais comme une véritable science qui demande rigueur, étude, réflexion constante. Dans ses principes, le commandement militaire doit reposer sur le mérite et l'intelligence, et non plus du tout sur la naissance et la richesse. Il introduit alors ainsi une discipline stricte, une organisation méthodique des troupes et des formations basées sur l'efficacité et la coordination. Alors, à la fin du siècle, c'est donc
on va quand même y passer parce que c'est ça le sujet, hein, la campagne du Roussillon qui va représenter une sorte d'épreuve majeure pour l'armée portugaise. Envoyées au soutien des alliés espagnols dans la lutte contre la France révolutionnaire, les troupes portugaises doivent s'adapter à un théâtre d'opération exigeant. Cette campagne met en lumière la valeur des combattants portugais, mais aussi surtout leurs limites. Elle force les réformateurs à repenser l'organisation, l'entraînement, la technique, la logistique. L'expérience acquise lors de ces combats transfrontaliers va façonner les méthodes qui seront utilisées par la suite tout au long du 19e siècle, avec de plus en plus de troupes professionnelles. Les officiers sont par exemple appelés à devenir de vrais exemples justement pour leurs soldats, à commander en leur sein, à les connaître personnellement, etc., etc. Bref, créer une sorte de proximité humaine afin d'avoir un levier essentiel pour maintenir la discipline, la motivation et l'ordre. De plus, le théâtre d'opération est caractérisé par des reliefs escarpés, comme on l'a vu tout à l'heure, des routes difficiles et un climat rigoureux, surtout en hiver. Pour une armée comme celle du Portugal, qui jusque-là avait l'habitude d'opérer dans des territoires coloniaux ou dans des conflits limités, ce cadre impose un apprentissage brutal. Les forces portugaises doivent donc non seulement affronter une armée française peut-être plus aguerrie que la sienne, mais aussi coordonner leurs actions avec des alliés espagnols et britanniques. Cette coalition hétéroclite est donc loin d'être homogène, les différences culturelles, linguistiques et doctrinales compliquant ainsi la coopération. Pourtant, la nécessité de faire front commun est vitale car l'enjeu est la stabilité de la frontière ibérique et la protection des intérêts territoriaux des trois puissances alliées. Alors, la plupart des officiers, malgré tous ces changements, viennent quand même de la noblesse ou de l'aristocratie, un fait qui reflète que l'ordre social de l'ancien régime est vraiment toujours quand même en place, même militairement, au Portugal. Malgré, bien évidemment, la vente des grades qui soit complètement bannie. Alors, du coup, ça va donner naissance à une forme on va dire, de côté un petit peu étrange, c'est que d'un côté, on va avoir des nouvelles générations d'officiers issus de classes moins privilégiées, mais de l'autre, on va avoir toujours des vieux militaires, hein, à l'ancienne, nobles ou alors très très riches. Ce qui va être intéressant, c'est que les héros de guerre mis en avant par la monarchie portugaise seront plutôt des officiers nobles, hein, montrant vraiment qu'il faut faire la part des choses entre le héros noble et simplement le soldat de bas étage qui, même s'il est officier, reste quand même quelqu'un de sang rouge et non de sang bleu. On a par exemple le cas de Don Miguel Pereira Forjas, j'ai prononcé très très mal, je vais le redire à la française, Don Miguel Pereira Forjas. Voilà, c'est beaucoup moins classe avec l'accent français. Qui est le héros du roman national du Portugal, hein, qui est issu de la noblesse. Il a une carrière militaire tout jeune. Il s'illustre dans plusieurs campagnes, notamment en Catalogne, hein, bien évidemment. Il est gravement blessé lors d'un combat acharné, mais va continuer à diriger ses troupes avec détermination, courage, encourageant même ses soldats à tenir face à l'ennemi alors que lui-même a 15 bras en moins et peut continuer à se battre. Bref, officier noble, il incarne à la fois l'expérience du combat et la capacité de commandement, un véritable symbole hein, finalement de la ténacité du royaume du Portugal. Alors, Miguel, en plus d'être... ouais, je l'appelle Miguel maintenant, c'est mon pote. En plus d'être... On se demande pourquoi. on se demande pourquoi, n'est-ce pas? En plus d'être simplement un héros national, c'est aussi une vraie personne, hein, qui va avoir une importance assez primordiale dans la réorganisation de l'armée du Portugal, notamment avec sa coopération avec un certain John Forbes. Alors, qui est John Forbes, ou alors John Forbes, si vous voulez prononcer à la française? Eh bien, c'est un Britannique, comme son nom l'indique, qui a exercé des fonctions clés dans l'état-major de l'armée portugaise. Et oui, tout à l'heure, on parlait de porosité d'un état à un autre, et bah oui, dans l'armée portugaise, il y a des Britanniques. Donc, Forbes est un officier qui est assez exemplaire, il a de très grandes connaissances tactiques, c'est d'ailleurs pour ça que le Portugal va le recruter, hein, et il va justement, avec Don Miguel, commencer un petit peu à remettre les choses à leur place, à essayer de faire en sorte d'avoir une armée qui soit structurée, d'avoir un apport logistique qui soit conséquent, et de faire en sorte que ça soit beaucoup moins le bordel, quoi. Alors, est-ce que ça va marcher ou non? Je vous laisserai le seul juge d'un petit peu tout ça, hein, parce que c'est vrai qu'à l'heure où on parle, vous ne connaissez pas encore qui a gagné ou qui a perdu à la guerre du Roussillon, mais nous y viendrons tout à l'heure.
En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces échanges entre Britanniques et Portugais vont permettre à ces derniers d'assimiler des techniques modernes et d'avoir une meilleure gestion de terrain. La force portugaise ne repose pas uniquement sur un idéal abstrait, mais finit par la fin de la guerre reposer sur un véritable professionnalisme. Les enseignements tirés du conflit du Roussillon vont révéler clairement au Portugal que la guerre ne peut plus être menée avec des méthodes anciennes. Et face aux défis du XVIIIe siècle, l'armée doit devenir une institution professionnelle capable d'évoluer avec la technologie, la technique et les tactiques militaires modernes. Donc pour aller un peu vite sur tout ça, il y a plusieurs réformes qui vont se porter sur plusieurs axes. D'abord notamment l'organisation interne, avec une meilleure hiérarchie, une meilleure chaîne de commandement, une administration plus efficace, une logistique aussi améliorée afin d'avoir un approvisionnement constant en vivres, armes, munitions, spécialement dans des zones reculées. L'armement lui-même évolue avec l'introduction de nouvelles pièces d'artillerie, plus mobiles, plus puissantes. Les tactiques adoptées intègrent davantage la mobilité, la coordination, une meilleure adaptation aussi au terrain, bien évidemment. Mais toutefois, malgré ces progrès, dans des moments de creux, l'armée professionnelle, entre guillemets, va se relâcher. Et petit à petit, les soldats s'ennuient, quoi. Et un soldat qui s'ennuie, c'est pas chouette. Donc, le Portugal, afin de pouvoir garder, entre guillemets, toujours ces hommes, va tenter de créer quelque chose d'un petit peu à double fonction, c'est à la fois avoir une armée professionnelle, mais de tenter tant bien que mal que cette armée ne soit pas vraiment que une armée de métier, mais reste réellement complètement attachée au service du roi et du maintien de l'ordre monarchique, parce qu'à la base, s'ils se battent, c'est quand même pour ça. Donc, en mettant, encore une fois, toujours les nobles sur un piédestal par rapport aux soldats classiques. Ces transformations vont s'inscrire dans un mouvement plus large qui valorise la raison, la compétence, l'efficacité. Sur le plan politique, le conflit confirme l'importance d'une diplomatie habile associée à une capacité militaire crédible. Face à la puissance grandissante de la France et à la complexité des relations européennes, le Portugal va développer une stratégie double pour assurer sa survie et sa place dans le concert des nations. D'un côté, il maîtrise l'art de la diplomatie, jouant habilement sur des alliances, notamment avec l'Espagne et les Britanniques. Et de l'autre, le pays ne néglige jamais la nécessité d'une force militaire crédible. Le Portugal sait qu'en cas de crise, la capacité à mobiliser rapidement des forces compétentes peut faire la différence entre une guerre qui se termine bien et une guerre qui se termine mal, finalement. Ainsi, la projection du pouvoir militaire devient un levier stratégique clé. Cette double posture révèle une profonde compréhension des enjeux géopolitiques du siècle. La puissance ne se mesure pas uniquement en nombre de soldats, mais en habileté politique, en capacité à faire peser son influence. Le Portugal, grâce à cette combinaison, parvient à persévérer, à garder son indépendance, à maintenir son empire et à renforcer malgré tout son unité nationale. Ainsi, la guerre du Roussillon apparaît non seulement comme une épreuve militaire pour le Portugal, mais aussi finalement un moment assez fondateur pour cet État qui va continuer par la suite au début du XVIIIe siècle à façonner son armée, son identité et sa place dans l'Europe moderne. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.